Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en cette matinée du 19 juin 2025. Le live de TV Finance, vous le savez, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la décortiquer pour la modéliser et comprendre son impact sur les marchés financiers et pour continuer à débroussailler tout ça, à bien comprendre l'univers dans lequel nous évoluons. Eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour à tous. Merci Charles d'être avec nous ce matin. Charles Sana, vous êtes économiste, éditorialiste, vous avez fondé le site insolentiae.com avec nous pour décortiquer justement les grandes tendances de l'actualité. L'actualité aujourd'hui en France, c'est la réforme des retraites. Alors la réforme des retraites, personne n'arrive à s'entendre, que ce soit sur l'âge de départ, que ce soit sur son financement. Résultat, ce fameux conclave a été repoussé à lundi prochain, mais en réalité, Charles, la prochaine grande échéance, les choses avant lesquelles les choses ne bougeront pas, c'est la présidentielle de 2027. Résultat, est-ce qu'on peut supposer qu'aucun accord ne sera trouvé avant 2027, selon vous? C'est possible. Alors aujourd'hui, c'est difficile de faire des suppositions compte tenu du climat de blocage politique qui est celui de notre pays. Bon, depuis la dissolution, on a trois gros blocs, hein, RN, le bloc central et le bloc LFI de gauche, quoi. Bon, voilà. Donc la situation est globalement totalement bloquée. En réalité, la prochaine grosse échéance, c'est pas le sujet des retraites, hein. C'est le sujet du budget 2026 et là on va entrer dans le dur. Alors le gouvernement dit qu'il faut faire 40 milliards d'économies. En réalité, il faut plutôt en faire entre 60 et 100. Et puis, si vous écoutez ce qu'a dit le chef économiste du FMI, eh bien, il vient juste de déclarer que la mise sous tutelle de la France ne pouvait plus être écartée compte tenu de l'absence de décision de la part des dirigeants français. Donc voilà la réalité de la situation. Là, je peux vous assurer qu'effectivement, il n'y aura plus de notion de réforme des retraites. Si c'est le FMI qui arrive, il y aura juste plus de retraites payées. Vous savez, on ment complètement, et là, on est dans un mensonge juste absolument considérable. Le problème des retraites, c'est pas un problème futur, hein, c'est un problème présent. Donc là, on est en train de vous parler de décaler l'âge de la retraite pour les retraités futurs, mais les retraites qu'on ne peut pas payer, c'est les retraites actuelles, hein. Aujourd'hui, toutes les retraites actuelles, on les paye avec de la dette, notamment les 60 milliards d'euros de coûts de retraite de tous les fonctionnaires publics, parapublics, etc. C'est pris directement sur le budget de l'État, donc aujourd'hui directement sur le déficit budgétaire de l'État. C'est 60 milliards d'euros par an, c'est absolument considérable. Le sujet des retraites, en fait, c'est maintenant, c'est pas dans un temps. Charles, alors je reviens sur ce que vous venez de dire à l'instant concernant le FMI. Le FMI a employé le conditionnel, hein, je le cite, la question d'une mise sous tutelle de la France pourrait se poser, mais je continue à le citer, mais ni demain ni après-demain. Donc la question se pose inévitablement, mais ce n'est pas encore le cas, rassurez-vous tous ceux qui nous écoutent. La France est effectivement sous surveillance, mais on n'est pas encore en train de perdre, je dirais, notre souveraineté à l'égard du FMI. Donc ça, c'est une première chose, il faut bien préciser les choses. La seconde, vous dites qu'effectivement, le problème du financement est le problème crucial des retraites, c'est le problème le plus important. Il y a un sondage qui est intéressant, qui vient de tomber, mais qui va renforcer la difficulté de prendre une décision pour le gouvernement, c'est que, eh bien, désormais, 50% des Français sont favorables à une retraite par capitalisation. Que doit faire le gouvernement? Il doit s'appuyer là-dessus? La retraite par capitalisation, ça ne changera rien au coût des retraités qui sont déjà à la retraite et qui, par définition, n'auront pas pu capitaliser. Donc, alors, je reviens sur ce que vous avez dit sur le FMI. Quand le FMI dit que la question de la mise sous tutelle de la France pourrait se poser, il faut bien entendre la gravité des propos et de ce que ça implique. Euh, pour aller à la fois dans votre sens et compléter ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'y avait pas de danger immédiat, il n'y a effectivement pas de danger immédiat de la mise sous tutelle de la France.
Pas parce que le FMI serait gentil ou pas parce qu'on redresserait la barre. Non, parce que dans l'urgence, si rien n'allait bien, on irait tout simplement taxer l'épargne des Français à hauteur de ce qu'il faut pour que la situation aille mieux. Donc, effectivement, il faut que ceux qui nous écoutent soient complètement rassurés sur le fait que la mise sous tutelle de la France par le FMI a une probabilité relativement faible, parce qu'avant la mise sous tutelle, il y aura la mise sous tutelle de votre épargne. Voilà. Donc, il faut bien être conscient de ça. C'est-à-dire que le sujet, c'est celui-là. Qu'est-ce qui ferait, ou dans quelle mesure, ou comment éviter la mise sous tutelle si jamais les finances publiques étaient hors de contrôle? Parce que c'est de ça dont on parle. Les finances publiques sont complètement hors de contrôle. Comment fait-on? Et donc là, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Les dernières projections font état de 120% de déficit rapporté au PIB. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est considérable. C'est considérable. Bon. Et ça, c'est. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi exactement? Rapporté au PIB. Voilà, rapporté au PIB. Mais maintenant, imaginez que vous fassiez ce ratio, non pas au PIB, mais le déficit rapporté à vos rentrées fiscales. Oui. Alors après, voilà. de toute façon, voilà. effectivement, non, ce serait... Pas d'autres questions, votre honneur. Voilà, c'est exactement ça. Pas d'autres questions. Non, ce serait pas pire. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on calcule un ratio de solvabilité ni de liquidité. On le rapporte. Si. On le rapporte à la richesse créée. Mais non. Mais ça, c'est pour le ratio. Attendez, ça, c'est pour le ratio standard. Mais si vous voulez avoir un ratio de risque de crise de solvabilité, c'est celui que je viens de vous dire qu'il faut regarder. Il faut regarder votre écart entre vos recettes et vos dépenses. Et il faut rapporter votre déficit, non pas à votre PIB, il faut rapporter votre déficit à vos recettes. Et votre banquier, quand il raisonne à titre personnel et individuel, il ne regarde pas votre déficit par rapport à votre chiffre d'affaires quand vous êtes une entreprise. Il regarde votre déficit ou votre besoin de liquidité ou votre besoin de trésorerie par rapport à votre bénéfice, par rapport à votre excédent brut d'exploitation, par rapport à votre marge. Bon, donc, ça, c'est le facteur de crise de liquidité, en fait. Donc, pas de solvabilité au sens budgétaire du terme, etc., mais un facteur de crise de solvabilité, c'est là. Et celui-là, il pétille, il clignote, il sonne absolument dans tous les sens. Et donc, vous savez, quand vous avez un déséquilibre à ce point-là majeur entre vos recettes et votre déficit, je me permets de vous couper. Vous allez devoir prendre des décisions difficiles. Je me permets de vous couper. Je sais que vous êtes un ancien banquier. Du coup, des dossiers de financement, vous en avez étudié. Un ratio de liquidité, pour que tout le monde le comprenne bien, ça se calcule non pas à partir du compte de résultat qui fait référence justement à l'activité de l'entreprise, mais par rapport à son bilan, donc c'est-à-dire ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Du coup, quand même, petit... les mots, notamment sur les finances, sont extrêmement importants. Si, Charles, je vous assure. Le ratio de liquidité... Je vais vous dire, je ne suis pas du tout d'accord. Le ratio de liquidité, c'est un indicateur qui se calcule à partir du bilan et non pas à partir du compte de résultat. Oui, ça, c'est la définition. Je vous précise ma pensée. Vous venez me voir, je suis votre banquier. Pareil, encore une fois, le FMI emploie le conditionnel. Un ratio de liquidité, c'est à partir du bilan. Il faut replacer les choses. On vous écoute, Charles, on vous entend, mais replaçons les choses telles qu'elles sont réellement. C'est important. Je suis votre banquier. Vous venez me voir et vous me dites, voilà, je vais pas passer la fin de mois, j'ai besoin d'une facilité de caisse. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un découvert en compte autorisé. Je ne vais pas vous donner un découvert en compte autorisé que je vais calculer par rapport à vos capitaux propres. Je vais vous donner un découvert autorisé par rapport à votre capacité à générer de la marge. Donc, par rapport à ce que vous rentrez et par rapport à un flux positif de trésorerie que vous avez sur votre compte et dont je dispose de l'historique. Et je ne vais pas aller le calculer, évidemment, par rapport juste à des données
comptable relativement statique. Les capitaux propres, la France est bardée de capitaux propres puisqu'on a un patrimoine de l'État composé de casernes, on a des actifs composés de casernes, d'écoles, de plein de choses comme ça qui sont totalement invendables parce que vous n'avez pas de marché sur la revente d'écoles en zone rurale, quoi. D'accord? Donc, il n'y a pas de marché immobilier là-dessus. Donc, attention à la vision comptable. Vous avez d'une part la vision comptable qui est une vision statique et qui permet de faire plein de beaux articles, plein de déclarations rassurantes. Et puis, vous avez la vision de la réalité. Et la vision de la réalité, c'est comment vous faites pour payer votre fin de mois. Voilà. Et donc, là, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous faites des économies, c'est-à-dire à un moment donné, vous taillez dans le vif et vous réduisez un certain nombre de dépenses, soit vous augmentez vos recettes pour pouvoir payer et maintenir tous vos beaux ratios, machin, etc. Et à ce moment-là, vous êtes obligé d'augmenter la pression fiscale. Et pareil, la pression fiscale, on vous explique qu'on a 43% de prélèvements obligatoires dans le PIB. Mais c'est vrai, c'est objectivement vrai. Le problème, c'est que votre PIB, à 40%, il est non marchand. Donc, vous me calculez un taux de prélèvement obligatoire en prenant en considération dans la base de calcul toute la partie publique dans le PIB, qui par définition est financée par le prélèvement obligatoire. Ce qui serait très intéressant, c'est de rapporter le chiffre des prélèvements obligatoires au PIB privé, à la vraie création de richesse. Et là, vous n'êtes pas à 40%, vous êtes entre 60 et 70% en fonction du périmètre que vous prenez. Donc, ça va être difficile d'augmenter la pression fiscale sur l'économie marchande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez plus agir que sur deux choses en réalité. Vous allez pouvoir agir sur la baisse des dépenses, d'un point de vue théorique, et sur la taxation du stock d'épargne. Voilà, c'est les deux choses sur lesquelles vous pouvez agir. Vous ne pouvez pas agir sur la taxation supplémentaire du flux de l'économie marchande parce que vous êtes déjà à 60-70% de prélèvement obligatoire. Si vous faites ça, vous étouffez tout. Et alors là, la courbe de l'affaire et les rendements décroissants, ça va vraiment s'appliquer. Mais alors justement, Charles, dans ce contexte, je rappelle que l'INSEE ce matin a rappelé que que l'économie française s'essouffle et en plus de ça, devrait connaître un coup de frein en 2025. Comment est-ce que, donc en gros, ce qu'on est en train de voir, on était à plus 0,7, ramené à plus 0,6 de perspective de croissance pour 2025 par la Banque de France, pour l'exercice donc 2025. On va y arriver à la récession, on y arrive, comment est-ce qu'on peut y échapper et surtout, au-delà de ça, comment peut-on, Charles, relancer la productivité en France? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible, mais à un moment donné, il faut appeler un chat, il faut remettre les gens au travail. Alors, Gérald Darmanin a dit qu'il fallait passer les allocations chômage de 18 mois à 9 mois. Je ne sais pas s'il faut passer les allocations chômage de 18 mois à 9 mois. Je ne sais pas si il faut supprimer le RSA dans sa forme actuelle ou cesser de l'indexer plusieurs années de suite pour rendre le travail plus rémunérateur, ou si on doit supprimer toutes les charges sociales pesant sur les salaires pour que les salaires augmentent mécaniquement. On supprime 80% des cotisations sociales, ces cotisations sociales devant être versées sur le salaire à la place, et puis on transfère ça sur une super TVA sociale en passant la TVA de 20 à 40% sur les iPhones, les iPads, les voitures, les machins, etc. Les gens consommant moins, mais gagnant plus, et puis en gardant un taux de TVA très réduit, voire une TVA à zéro sur les produits alimentaires de première nécessité, etc. Tout ça serait parfaitement possible. Vous avez plein de manières différentes d'imaginer la chose, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est qu'il faut complètement revoir notre système. Il faut que les gens aillent travailler, il faut que les gens aillent produire, il faut que les gens cessent par millions de peser sur les comptes de la société en ne travaillant pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on travaille tous plutôt que de continuer à essayer de faire travailler toujours plus longtemps ceux qui travaillent déjà. Donc, c'est pas travailler plus, c'est travailler tous.
Je répète, c'est pas travailler plus, c'est travailler tous. Et donc, on ne redressera pas ce pays en ne se retroussant pas les manches, tous et collectivement. Et donc, tout le monde devra faire un effort, que ça plaise ou pas. Et le problème n'étant pas tant de payer des impôts, d'ailleurs, que de voir la gabegie immense et l'effondrement de l'ensemble des services qu'on a en face. Donc voilà, si vous voulez, c'est absolument tout qu'il faut revoir. Les Exactement. normes qui coûtent beaucoup trop cher et qui font que tout coûte trop cher, et donc que la dépense publique est elle-même sous contrainte très forte, parce que rien n'est possible sans des dépenses monumentales. Aujourd'hui, on préfère, les normes sont telles que c'est moins coûteux de reconstruire un nouveau collège que de réparer le collège ancien. Enfin, c'est du délire Justement, complet. justement, Charles, ce que vous dites, alors effectivement, donc c'est une information qui est tombée ce matin de l'INSEE, que les économistes, que les analystes, que les journalistes mettent en rapport avec d'autres économies européennes, notamment celles du Sud et notamment l'Italie. L'Italie qui a réussi à sortir du marasme, de son marasme économique. Est-ce que finalement, ce que vous nous dites, Charles, ça pourrait pas être résumé au-delà d'incriminer, entre guillemets, excusez-moi pour l'expression, mais les Français, est-ce qu'on ne pourrait pas plus incriminer les pouvoirs politiques et dire qu'en fait, ce qui nous manque, c'est juste de la puissance politique et non plus ce à quoi on est mis face depuis maintenant de très nombreuses années. C'est une forme d'impuissance politique qui empêche de prendre de vraies mesures. Et donc, par la force des choses, encore hier, j'entendais autour de cette réforme des retraites, etc. Finalement, quand on parlait d'échéances à venir, tout le monde expliquait qu'en fait, les vraies échéances, c'est la survie ou non des partis politiques. Et par la force des choses, cette survie s'éloignant des réels intérêts des Français. Est-ce que finalement on n'est pas enfermé dans un truc au-delà de l'impuissance politique, mais surtout d'une forme de politique nombriliste et repliée sur elle-même? Est-ce que par la force des choses, il faudrait, voilà, le problème n'est pas juste là et que c'est pas juste les Français qui ne travaillent pas assez, c'est peut-être notre classe politique dans son ensemble, sur l'ensemble de l'échiquier politique, hein, extrême droite comme extrême gauche, qui doit être revue finalement. Alors, je vais pas me faire des amis, mais, mais je suis pas là pour me faire des copains. Je suis là pour dire ce qui me semble être la vérité, d'un point de vue analytique. Et d'un point de vue analytique, cette impuissance politique, elle a une cause. Et cette cause, c'est le manque de courage. Et le manque de courage de dire les choses, de dire que tout ne se vaut pas, tout n'est pas égal. D'accord. Moi, j'ai mon gamin, je vous donne un exemple, mais c'est un exemple véridique qui date d'il y a 15 jours. Mon gamin revient, il avait en cours de français, il est en cinquième, il revient avec sa copie qui est une compréhension de texte avec 10 questions. Il y avait 10 questions sur un bouquin qu'il devait lire. Et il revient avec un 20 sur 20. Il était super content. Regarde, papa, j'ai eu 20 sur 20 à la compréhension de texte du livre que nous avions à lire. J'ai dit, ben, c'est super, montre-moi ta copie. Je prends sa copie et je commence à la lire. Mais je me suis décomposé. C'est-à-dire qu'il y avait 20 sur 20, excellent travail, aucune des fautes, on est en français, hein, on n'est pas en maths, hein, on est en français, aucune des fautes n'avait été soulignée, et je commence à souligner, il y avait une faute tous les 2 ou 3 mots. Donc, vous ne pouvez pas avoir 20 à une copie en français où c'est bourré de fautes. Le thermomètre est complètement cassé. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on manque de courage. Partout, à tous les niveaux. Les profs n'arrivent plus à dire à un gamin, ta copie est pas bonne. C'est pas toi qui est pas bon, c'est ta copie. Tu n'es pas ta copie. Il faut On va juste que tu revenir, travailles encore. on va Et c'est revenir. la même chose. Je vous Non, remercie mais pour attendez, cette petite c'est incartade sur votre le vie problème. privée et Le finalement votre problème, fils qui c'est mériterait le plus manque 10 que 20. de courage. Et Tout alors, ne se vaut effectivement, le pas, manque de courage, tout ne se effectivement, on est paye d'accord. pas. On parle d'impuissance politique, et effectivement, c'est le cas en France. Maintenant, Oui, mais c'est le manque de courage. c'est C'est le manque certain. de courage. C'est certain. On va finir sur ce dernier point de l'actualité qui est les tensions au Proche-Orient. Comment est-ce que vous comprenez l'impact de ces tensions au Proche-Orient sur l'évolution de l'économie mondiale et particulièrement sous le prisme des marchés des matières premières? Alors, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose.
hein. C'est-à-dire que les bourses ne s'effondrent pas, l'or n'est pas complètement en hausse, le VIX, qui est l'indice de la peur, a monté, mais il n'explose pas non plus, il est très très loin de ses plus hauts niveaux. Donc le marché du pétrole a un peu réagi, mais pas énormément réagi. Donc tout ça, pour le moment, est totalement, et c'est une espèce de veillée d'armes. Et pourquoi vous avez, et donc là, vous savez, on dit les marchés ont toujours raison. Effectivement, ils ont toujours raison. Et pourquoi ne réagissent-ils pas plus? Eh bien, ils ne réagissent pas plus parce que pour le moment, ça se passe plutôt bien. Alors, évidemment, quand on dit ça se passe plutôt bien et qu'on se place du côté des victimes et du point de vue des victimes, ça peut paraître choquant. Si on se place du côté des marchés, ça se passe plutôt bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce stade, nous n'avons pas d'extension du conflit. À ce stade, nous n'avons pas l'utilisation de l'arme nucléaire. À ce stade, nous n'avons pas un embrasement complet du Moyen-Orient. À ce stade, nous n'avons pas le blocage du détroit d'Ormuz. À ce stade, l'économie mondiale peut parfaitement encaisser le choc qui est en train de se produire. Alors évidemment, quand vous êtes sous la pluie de missiles en Iran ou sous la pluie de missiles en Israël, vous avez une appréciation radicalement différente que celle des marchés, on en est bien d'accord. Mais d'un point de vue analytique marché, c'est ça qui se passe et les marchés ont raison. Ils ont objectivement raison. Le problème, c'est ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Nous dansons sur un volcan. Pour le moment, l'Iran n'a pas, par exemple, décidé de bloquer le détroit d'Ormuz pour une raison, pour deux raisons possibles. La première, c'est qu'il n'en a plus les moyens. Mais ça, je pense que ce n'est pas le plus probable. La deuxième, c'est que le blocage du détroit d'Ormuz, qui est un passage mondial pour l'ensemble des économies, le blocage du détroit d'Ormuz, c'est une déclaration de guerre entière au monde et donc c'est signer l'internationalisation du conflit. Et donc c'est forcément l'entrée en guerre des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni pour permettre la libre circulation du sang qui irrigue l'économie mondiale, qui est le pétrole. Ça veut dire qu'en faisant ça, l'Iran signe son arrêt de mort face à une coalition internationale. Et donc, c'est une mesure que l'Iran ne pourra décider qu'en dernière extrémité. Et c'est sans doute l'hypothèse la plus probable et la plus cohérente. Donc, voilà où on en est à ce stade. Israël et les États-Unis jouent la tombée du régime iranien, ce qui serait la solution pour l'ensemble de la région et du monde, qui serait évidemment la solution la moins douloureuse pour le monde. Je ne parle pas là pour la population iranienne, parce que certains sont inquiets de l'anarchie, du chaos qui pourrait naître de l'effondrement du régime des mollahs et de la théocratie iranienne, qui, rappelons-le, n'est quand même pas du tout un régime sympathique, donc quand même très 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 difficile à défendre, hein. Le régime des mollahs et des ayatollahs en Iran, c'est Alors quand même justement, très très comme le compliqué à chancelier défendre, hein. allemand, Charles, comme le chancelier allemand, vous dites que Israël fait le travail que tout le monde aurait dû faire? Ah non, moi je dis pas ça, je dis simplement que c'est pas un régime sympathique. Voilà. Je dis juste que moi je ne comprends pas qu'on puisse en tout cas soutenir un régime comme ça. Qu'on n'ait pas envie de le faire tomber, ça je peux comprendre et je peux l'entendre. Mais qu'on soutienne ce régime, ça je peux pas. Techniquement, même nous Français, si vous voulez, c'est les attentats de 85-86, l'Iran, c'est le blocus de l'ambassade d'Iran à Paris qui abritait les terroristes, qui avait fait les attentats à la Fnac, rue de Rennes, etc. C'est l'Iran derrière les 58 morts du Drakkar au Liban français. C'est les otages Kaufman, Sera, etc. qui avaient défrayé la chronique. C'est des otages en permanence français détenus par les Iraniens. Vous avez toujours une permanence qui est assurée en Iran d'otages français qui sont pris systématiquement pour avoir toujours des monnaies d'échange contre Paris. Actuellement, nous avons encore 2 otages et nous avons toujours des Français qui sont retenus en otage par les mollahs depuis 50 ans. Enfin, c'est un régime qui est tout sauf sympathique. Donc, ne me reprochez pas de ne pas avoir de sympathie pour ce régime. Après, Voilà. C'était même pas
du tout le fond de ma question. Moi, je voulais juste savoir, et c'est le chancelier allemand qui l'a dit, je le cite, hein, que Israël faisait le sale boulot que personne n'avait osé faire jusqu'à maintenant. Du coup, comme vous dites, alors je raisonne de façon très analytique et très logique, vous nous dites que, et à juste titre, hein, que c'est un régime totalement débectable, et donc par la force des choses, bah, quand un tel régime est débectable et menace la stabilité mondiale, est-ce qu'il faut justement lui lancer des bombes? Est-ce qu'il faut lancer des bombes? Le problème, c'est la question nucléaire. Et la question nucléaire, si vous la creusez un tout petit peu et que vous tirez la pelote, eh ben, vous vous rendrez compte, c'est par exemple une société qui s'appelle Eurodif et qui est la société d'enrichissement franco-d'uranium, d'enrichissement franco-iranienne. D'accord. Bon. Donc, et ça, c'est une société qui avait été créée en 1975 parce que à l'époque, il y avait un programme nucléaire qui avait été lancé entre le Shah d'Iran et l'Occident, donc les États-Unis, la France, etc. Donc il y avait des coopérations nucléaires. Et puis évidemment, quand la révolution iranienne a eu lieu et que ce sont les mollahs, à l'époque c'était l'ayatollah Khomeini qui avait pris le pouvoir, eh bien ce programme nucléaire avait été évidemment arrêté. Et donc dans le cadre du règlement de ce contentieux, notamment en France, eh bien, les Iraniens avaient fait ces attentats, etc., etc. Donc, bon, bref, tout ça, c'est une très, très longue histoire géopolitique et ce programme nucléaire iranien, il date d'il y a 50 ans. Voilà. C'est une histoire qui pourrit les relations internationales depuis une cinquantaine d'années. L'Iran, évidemment, nucléarisé, pose un problème, pas qu'à l'État hébreu. Hein. Je vous renvoie aux déclarations de l'Arabie saoudite et de Ben Salman, qui a dit que si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, l'Arabie saoudite, elle aussi, se doterait de l'arme nucléaire. Et je vous rappelle que là, on est sur le conflit aussi chiite-sunnite, etc. Donc bon, tout ça est très très compliqué même pour la stabilité dans la région. Alors, est-ce que le chancelier allemand a raison de dire ce qu'il dit? Je dirais que d'un point de vue analytique, et qui n'est pas un point de vue de jugement, est-ce qu'il fallait faire le sale boulot ou pas le faire? C'est une chose. Est-ce que Israël fait le sale boulot pour les autres? La réponse est effectivement, très certainement, oui. Parce que si vous voulez, vous avez ceux qui étaient pour l'approche de négociation, hein, et dire à l'Iran, par la négociation, de ne pas se doter de l'arme nucléaire, et ceux qui étaient les tenants de la destruction des capacités de nucléarisation de l'Iran, au-delà même de toute négociation, ce qui est évidemment la vision jusqu'au boutiste portée par Netanyahou sur ce sujet-là. Mais cela dit, de manière très objective, ça arrange beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays dans la région. Et la question qui va se poser après, et d'ailleurs Benjamin Netanyahou l'avait évoqué, c'est la question du nucléaire pakistanais, puisque Netanyahou avait évoqué les capacités nucléaires du Pakistan, dont il ne se réjouissait pas forcément beaucoup. Eh ben, écoutez, on va suivre tous ces dénouements avec une grande attention et une certaine forme de fébrilité. Charles Sana, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Charles, vous êtes éditorialiste, vous avez créé le site internet insolenciae.com et vous êtes avec nous régulièrement sur TV Finance pour nous aider à comprendre et vous décrypter l'actualité. Pour nous, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de notre émission du 19 juin. À tout de suite sur TV Finance.